Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du revenu universel et ou revenu de base. Parce que moi, j'ai dans l'idée de faire le distinguo entre l'un et l'autre, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais commencer par vous dire que ce n'est pas une aide sociale universelle. C'est un concept socio-économique d'incidence macro-sociétale. Cette phrase guide ma pensée sur le sujet, et elle est clé parce que c'est parce qu'il ne l'a pas saisi, parce qu'il n'avait pas cette vision du concept que Benoît Hamon s'est planté. Dès qu'il a, c'était l'élément clé de son programme. On lui a reproché que ça coûterait 450 milliards. Du coup, il a commencé à bredouiller. Bon, alors finalement, ce sera pas tout le monde. Finalement, ce sera pas autant. Finalement, ça pourrait être progressif. Finalement, puis le truc s'est dégonflé comme une baudruche. Et donc, il s'est rétamé. Alors qu'en réalité, s'il avait intégré l'idée du fait qu'il ne s'agit pas de permettre à ceux qui n'ont pas de travail de vivre, mais qu'il s'agit au contraire de créer une nouvelle couche socio-économique, au point que plus on aura de gens qui ne travaillent pas, puis plus le revenu universel sera rentable, alors de fait, la chose devient tout de suite beaucoup plus claire. Le revenu de base, qui à mon sens inclut le revenu universel, ne coûte pas, il rapporte. Il finance une nouvelle couche socio-économique productive, qui est productive de construction de la société. Et donc, pour ça, il faut l'intégrer. Il faut intégrer certains paramètres. Déjà, pour moi, de donner la même chose aux riches qu'aux pauvres, c'est absurde. Parce que s'il est vrai que les riches font partie de la société comme les pauvres, s'il est vrai que les riches payent l'essentiel des impôts, 10% des riches payent 70% des impôts, le pauvre assume déjà sa part au travers de sa condition. Parce que le pauvre vit quand même 15 ans de moins que le riche. Il est moins sécuritaire, il n'a pas les moyens de se soigner comme le riche, il n'a pas les moyens de se défendre comme le riche. Si Johnny Hallyday n'avait pas eu 5 millions de dollars à mettre pour sa santé, il serait mort depuis 10 ans. Et donc il a réussi, grâce à sa fortune, à gagner 10 ans de vie confortable. Donc c'est pas anodin, la richesse, ça apporte une vraie sécurité qui est mesurable, je veux dire, qui est mesurable en termes d'espérance de vie, de qualité de vie. C'est le riche vit 15 ans de plus avec une espérance de vie en bonne santé plus longue. Donc il vit plus longtemps avec une meilleure vie. Donc le pauvre assume sa part au travers de sa condition. De plus, c'est vraiment le pauvre qui interagit le plus dynamiquement avec la société, parce que si le riche finance les associations, bien qu'on a vu que depuis la fin de l'ISF, ce sont moins le cas, hein, puisqu'il n'a plus rien à y gagner, c'est le pauvre qui fait les cartons au Resto du Cœur. Hein. C'est le pauvre qui va faire les collectes. Il y a des riches qui le font, mais c'est très peu, hein, c'est très faible. Les riches, ils contribuent au travers de fondations qui leur permettent d'économiser des impôts et de dons occasionnels. Voilà, ça se limite à peu près à ça, leur interaction. Et bien sûr, ils contribuent au fonctionnement de la société par leurs investissements. Et donc, ça veut dire que le pauvre contribue aussi au fonctionnement de la société. Aujourd'hui, il n'est plus possible de vivre en marge de la société. Ce n'est plus possible. Le revenu universel, ou le revenu de base, est un dû auquel tout le monde a droit. Tout le monde a droit à un revenu du simple fait de son existence, puisqu'il n'est plus possible de vivre en marge de la société. En 1900, vous alliez vivre dans la forêt, dans une cabane ou dans une grotte, vous aviez un carré de jardin, quelques lapins, quelques poules, c'était bon, vous viviez, vous alliez de temps en temps au marché vendre 2-3 choux et quelques salades, et vous aviez quelques pièces dans la poche. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui, la moindre construction paye des impôts fonciers, quand vous faites le moindre de vos achats, vous payez de la TVA. Même un SDF qui va acheter une chocolatine avec l'argent que vous lui avez donné ou avec son RSA, cette chocolatine, pour le boulanger, il va en faire... pour lui, c'est pareil que ça vienne d'un SDF qui la lui achète ou d'un riche. Hein, je veux dire, ça ne change rien. Une part sert à payer la farine qui fait vivre le meunier, qui fait vivre le paysan. Une part va lui payer son salaire, son loyer, ses impôts, l'impôt de sa société, le salaire de son salarié. C'est voilà. Petit aparté, il n'y a pas de polémique possible
sur la chocolatine ou le pain au chocolat, selon qu'on est au nord ou au sud. Hein. La chocolatine, c'est une chose, le pain au chocolat, c'en est une autre. Donc c'est de dire que c'est une question d'appellation, c'est comme de dire que le fromage fondu, ici c'est de la fondue, là c'est de la raclette. La fondue et la raclette, c'est pas la même chose. C'est les deux du fromage fondu, c'est pas de la raclette. La fondue, c'est pas de la raclette, la raclette, c'est pas de la fondue. C'est pareil. La chocolatine n'est pas un pain au chocolat, le pain au chocolat n'est pas une chocolatine. La chocolatine, c'est une viennoiserie. Le pain au chocolat, c'est un pain au lait avec une barre de chocolat qui n'a pas cuit avec à l'intérieur. On a inventé la barre de chocolat pour ça. Voilà, fin de l'aparté, hein, histoire de exploiter un peu. Donc ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde, du simple fait de son existence, contribue à la création de richesse. Quand vous marchez dans la rue, vous passez devant un panneau d'affichage. Le fait que vous passiez devant ce panneau d'affichage, ce que vous n'auriez peut-être pas fait si vous aviez travaillé, hein, vous auriez été à l'usine. Donc ça fait que ne travaillant pas, c'est grâce au fait que vous ne travaillez pas que vous allez passer devant ce panneau, vous le valorisez. Plus il y a de gens comme vous qui passent devant ce panneau, plus d'afficher sur ce panneau coûtera cher. Donc ça va payer le salaire des salariés. Donc vous avez créé de la richesse, juste le fait de passer dans la rue devant un panneau d'affichage. Donc il faut vraiment intégrer l'idée qu'aujourd'hui, il n'est pas possible de vivre en marge de la société. Tout individu produit de la richesse et donc a droit à sa part. On peut considérer que cette part, c'est un SMIC. Tout le monde, du simple fait de son existence, génère au moins un SMIC. Et ce SMIC, on le verse sous forme d'un RSA. Pourquoi le RSA est si bas? Ben parce que le RSA, il est conditionné. C'est, faut rechercher un emploi, on va donc étudier le dossier, faut déposer le dossier, on va l'étudier, ensuite on va suivre le dossier, on va vous suivre, tout ça, ça coûte un pognon de dingue, donc on prend un SMIC, on le facture aux pauvres, puis on lui donne le solde. Et donc après, il ne s'extraira jamais de sa condition, puisque sa condition ne consiste qu'à trouver un moyen d'avoir un emploi. Il ne contribuera pas le moins possible au fonctionnement de la société. Moins il contribuera au fonctionnement de la société, plus on considérera qu'il mérite le RSA. Et donc forcément, ça coûte de l'argent. Alors que si au lieu de ça, on lui offrait la possibilité de contribuer dynamiquement à la société via un environnement socio-économique adapté, eh bien, il deviendrait une source de création de richesse. C'est plus on retire de gens du travail, plus de gens sont libérés du travail, et plus on va disposer d'une masse de ressources cognitives pour ce nouvel environnement macro-sociétal qui va permettre de créer une nouvelle couche socio-économique productive, constructive de l'État, de la nation, de la société. La première révolution industrielle de la vapeur a fait du paysan frustré et inculte qui a dû monter à la ville, se trouver un travail à cause de la mécanisation dans les campagnes, un ouvrier. La seconde révolution industrielle de du pétrole et de l'électricité a fait de ce paysan frustré et inculte devenu ouvrier un citoyen qui vote, qui accède à la santé, qui a un crédit, qui a un compte en banque, qui loue son logement, qui est autonome dans la vie. La troisième révolution industrielle du numérique doit faire de ce paysan frustré inculte devenu ouvrier, devenu citoyen, un acteur du développement sociétal. Développement sociétal qui est la vraie source de richesse pour une société. C'est pas la production à l'usine qui est la vraie création de richesse. On a besoin de production d'usines pour répondre aux besoins. Et au XXe siècle, on a créé la richesse nécessaire à tous par l'industrie. Aujourd'hui, cette richesse, elle est créée, elle est là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est développer la société qui va autour, qui est aussi une création de richesse. Et donc, il faut faire interagir les gens. Et plus on en aura qui interagiront, et puis plus on aura de création de richesse, laissant ainsi la place à une nouvelle industrie à plus forte valeur ajoutée pour l'automatisation des postes, de sorte que la production deviendra plus écologique, puisqu'elle n'aura plus à charge de créer du travail, donc elle pourra ne faire que répondre aux besoins, et la société deviendra de plus en plus interactive, une société d'économie collaborative qui est le socle de l'intelligence collective. Si on intègre ça, on comprend que le revenu universel et le revenu de base ne coûtent pas, ils rapportent. On avait reproché à Benoît Hamon que ça coûtait 450 milliards. Alors déjà en soi c'était faux, parce que si vous donnez une somme à tout le monde, c'est déjà le cas avec le RSA, c'est le cas avec toutes les autres sommes, hein, avec les allocations familiales. En réalité, déjà, la TVA se paye tous les 3 mois. La TVA moyenne payée par les ménages, c'est 11%. Ça fait que, quelle que soit la somme que l'État verse aux ménages, déjà, tous les 3 mois, il revient 11%. Déjà.
Donc 11% de cette somme. Donc en fait, ça crée un flux. Mais moi, pour économiser, pour que ça ne coûte pas 450 milliards, pour réduire le coût, je pars du principe que aujourd'hui, si on prend l'inégalité entre les riches et les pauvres, si on donne un revenu de base aux pauvres, on réduit l'inégalité, forcément, mécaniquement, puisque le pauvre est moins pauvre. Il n'y a plus de misère déjà. Le fait de donner un revenu de base à tous va faire qu'on abolit la misère. Donc les miséreux qui aujourd'hui sont peu contributeurs de l'économie parce qu'ils n'ont pas l'argent pour dépenser, déjà vont devenir de meilleurs contributeurs, et donc déjà là, la société va connaître une accélération. Mais si on donne la même chose aux riches et aux pauvres, ce qu'on va faire, c'est juste translater l'inégalité. Elle ne se réduit pas, elle se translate. Et de prétendre que le riche va en fait payer plus d'impôts, ben ouais, mais ce serait vrai à condition qu'il paye des impôts. En réalité, dans la classe moyenne, on en paye 33%, le riche en paye en moyenne 18 à 19%. Donc ça veut dire, du moment que les riches ne payent pas, déjà pas d'impôts, c'est pas le fait de leur donner un revenu universel qui va faire qu'ils vont payer plus. Et donc, en fait, en donnant la même chose aux riches, on viole le droit du pauvre d'être pauvre. Et donc, alors que si on ne donnait rien aux riches, on violerait aux riches le droit d'être riche. Donc tout le monde a droit à un revenu universel. Et ce revenu universel, moi je propose qu'il soit faible, 200 €, dévolu à tout être vivant, à tout citoyen. Alors que ce soit un enfant, adulte, indigent, retraité, sous forme d'une monnaie locale complémentaire, qui est donc non thésaurisable, non exportable. Donc on appellerait tous les territoires à fonder des associations, à ce que le peuple crée des associations qui soient de monnaie locale complémentaire. Chaque association verrait midi à sa porte. C'est-à-dire qu'une telle pourrait décider que la monnaie locale complémentaire ne s'adresse qu'à sa commune, seulement pour le commerce équitable. Ça ne s'adresse pas, on ne peut pas l'utiliser au supermarché. Un tel autre pourrait être une monnaie départementale avec laquelle on pourrait acheter une voiture, on pourrait aller faire ses courses au supermarché. Et il pourrait y avoir plusieurs associations qui se côtoient. Et chaque individu serait inscrit dans une de ces associations, ou plusieurs, et donc l'association facturerait à l'État la somme correspondante pour verser le revenu universel à tous, sous forme de monnaie locale complémentaire qu'ils devraient dépenser localement. Ainsi, ça fait qu'on redonne un pouvoir démocratique à la population grâce à ce revenu universel, puisque, au travers des assemblées générales, ils influent sur le fonctionnement de cette monnaie, et on redynamise, on relocalise les économies, sans pour autant sacrifier l'économie nationale, puisque seule une partie du revenu de base serait versée. Et le reste, le complément du revenu de base, serait versé par un impôt négatif. C'est-à-dire qu'on prend tout ce que vous gagnez, on le passe au travers de la moulinette d'un algorithme ou sur une tabelle, voilà. Et plus vous gagnez, puis moins vous touchez cette part. Plus cette part se réduit, jusqu'à ne plus rien toucher du tout, jusqu'à l'extinction complète, selon des paramètres qui restent à établir. De sorte que si vous n'avez que ça comme revenu, vous touchez l'intégralité, revenu universel plus revenu garanti, ce qui vous constitue votre revenu de base. Et là, on atteint un seuil, j'entends beaucoup de gens qui disent « c'est dégueulasse, 800 € par mois, ça suffit pas pour vivre, le revenu de base doit être au moins 1300 ». Non, bien sûr que non. Le revenu de base n'a pas pour rôle de permettre aux gens de vivre sans rien foutre. C'est pas vrai. Il n'a pas à se substituer aux individus. Il s'agit de permettre la survie sans travailler. Et de favoriser le droit d'initiative. C'est-à-dire que chaque individu puisse devenir interactif. Il ne s'agit pas de glander en recevant de l'argent sans rien foutre. C'est pas vrai. C'est justement ça qu'il faut absolument combattre. C'est l'individu n'est pas oisif par nature, mais si vous lui donnez de quoi l'être, certains vont l'être. Et en tous les cas, vous allez réduire le droit d'initiative puisqu'il n'est plus impératif. De plus, ça va coûter très cher. Et enfin, n'oubliez pas une chose, c'est que ce revenu est individualisé. C'est-à-dire que si le revenu de base, donc intégrant la part variable plus la part fixe de revenu universel, est à 800 €, si vous avez deux adultes qui vivent ensemble dans un logement, ça fait 1600 € qui rentrent.
Si vous avez un enfant qui naît, s'ajoute sa part, et l'enfant, moi je propose qu'il ait droit à son revenu universel, 200 €, plus une fraction représentant 1/18e du revenu de base, du revenu total. C'est-à-dire qu'on ajoute chaque année une fraction. Alors au début, la première année de sa vie, il a 230 €, l'année suivante 260, celle d'après 290, jusqu'à ce qu'il arrive 320, 300, 350, 380, jusqu'à ses 18 ans où là il touche le plein revenu de base, revenu garanti, et donc il est autonome, et il travaille ou non. Imaginez deux couples qui prennent, qui se louent une grosse bâtisse en campagne avec un jardin potager. Je veux dire, s'ils ont 800 € par personne de revenu garanti, ça fait 3200 balles par mois. Si avec 3200 balles en campagne, dans une grosse bâtisse, avec un potager, deux couples n'arrivent pas à tourner, le problème c'est les deux couples. Hein, je veux dire, c'est pas que 800 balles, c'est trop peu, c'est pas vrai. Hein. C'est vraiment pas vrai. Donc, je veux dire, voilà, il faut quand même bien accepter l'idée. Alors donc, là, ça fait que chaque individu pourrait ensuite créer librement une société, pourrait interagir avec la commune, aller faire de l'associatif, de l'humanitaire, de la politique locale, peu importe. Chacun voit midi à sa porte. Pour financer ça, si vous faites le calcul, là, du moment que les riches n'ont plus la même chose que les pauvres, on n'est plus à 450 milliards, mais à 320 milliards, je vous rappelle quand même que notre PIB, il est de près de 2400 milliards. C'est donc, je veux dire, on n'est quand même pas, c'est quand même pas mirobolant. Ça veut dire que que ce système coûterait environ 15% de PIB. Il coûte 15% de PIB. Mais alors, il n'y a plus de CMU, puisqu'il n'y a plus de miséreux, hein. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus d'APL, il n'y a plus d'allocation familiale, il n'y a plus d'AAH, l'allocation adulte handicapé, elle gicle. On est au niveau de l'AAH, donc toutes ces aides sociales qui existent aujourd'hui giclent, tout gicle. Il ne reste plus que les aides exceptionnelles. Si vous êtes invalide, puis que vous avez besoin de plus, on vous verse le plus. Si vous êtes à la retraite et puis que vous touchez plus de retraite, vous touchez le plus. Mais l'ASPA, qui est l'allocation de solidarité aux personnes âgées, n'a plus lieu d'être, puisque ça veut dire qu'à la retraite, vous êtes assuré d'avoir au minimum le revenu garanti. Alors moi, je dis 800, mais ça fait des années et des années que je dis 800, depuis il y a eu de l'inflation, donc il faudrait que je me mette à jour et puis que je passe à 900, mais peu importe. Voilà, donc ça fait que toutes ces aides sociales qui représentent aujourd'hui quelque chose comme 170 milliards, payeraient déjà la moitié de la somme. Ensuite, on l'introduirait progressivement. On ne le fait pas en une fois, on le fait sur plusieurs années. Et donc, déjà, le fait d'abolir... on commencerait par augmenter le RSA. C'est-à-dire qu'on augmente le RSA, on le rend déjà inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'obligation de recherche d'emploi, plus rien. On augmente le RSA au niveau de l'ASPA et de l'AAH. Tout le monde, tous les indigents reçoivent la même chose, 900 balles. Voilà. Ensuite, on instaure cette monnaie locale complémentaire, et donc, on abolit l'ASPA, l'AAH et consorts, en donnant à tous un revenu universel, et à ce moment-là, on individualise le revenu, et donc on abolit tout le reste, les allocations familiales, la CMU et consorts. Et donc, ça fait que si vous voulez avoir assez d'argent, vous vivez en colocation, hein, si vous voulez vivre tout seul, c'est votre droit, mais c'est pas à l'État de vous donner assez pour assumer vos choix de vie personnels. Je veux dire, c'est pas... Alors ça veut dire que dans ce cas-là, si moi je veux vivre dans un 5 pièces avec une grande terrasse, l'État doit me donner 2500 € parce que sinon je n'aurais pas les moyens de payer le loyer. Je veux dire, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas à l'État d'assurer vos choix de vie. L'État, il vous donne de quoi survivre, vous vivez en colocation avec d'autres et vous avez une bonne vie. Si vous voulez plus, vous contribuez à l'économie par un moyen ou par un autre et vous aurez plus. Voilà. Parce que ce revenu vient s'ajouter donc à vos revenus.
Et même s'il est dégressif, je veux dire, si vous gagnez 2500 euros par mois à côté, ben vous allez toucher encore vos 200 euros de revenu universel, plus peut-être encore, je sais pas, 200 euros de revenu garanti. Donc, vous avez la possibilité de gagner plus et puis d'avoir votre revenu qui se cumule. Donc, on peut faire les choses. À partir de 900 euros par mois. Je ne dis déjà plus 800 euros, vous voyez, ça y est, j'ai passé mes 10 ans d'inflation, là. Et donc, il faut faire impérativement ce distinguo entre le revenu de base, qui est un socle garanti, et le revenu universel. C'est ma vision de la chose. Et j'espère vous avoir convaincu que tout le monde aujourd'hui a bien droit à un revenu et que y a d'autres possibilités de fonctionnement de la société que de dilapider 100 milliards par an pour créer de l'emploi, qui crée de plus en plus de pauvreté, parce que la qualité de l'emploi se dégrade, donc le revenu médian n'augmente plus autant que ce qu'il devrait. Il augmente toujours, mais de moins en moins. Alors que donc il ne compense plus, c'est pour ça que c'est de là que vient ce sentiment que le coût de la vie explose, alors que c'est pas le cas. En réalité, c'est le pouvoir d'achat qui ne progresse plus autant que ce qu'il devrait pour s'y adapter. Il progresse, mais pas assez. Et donc, on doit absolument changer de système. Et pour ça, la simple et bonne solution, c'est de sortir le plus possible de salariés des entreprises, parce qu'en fait, elles en ont beaucoup trop. Tout simplement, il y a beaucoup trop. Notre problème, c'est l'emploi, nous en avons trop. Et donc, ça fait que nous avons des tas de gens qui vivent avec un salaire qui est payé par le contribuable, qui devient de plus en plus maigre. Et donc, nous avons une masse de population de plus en plus pauvre, qui se paupérise continuellement, alors qu'en face, pour qu'elle puisse se paupériser, on dilapide un pognon de dingue, on s'endette, l'État s'endette à financer pour plus de 100 milliards de mesures pour l'emploi, ce qui crée de l'inégalité, parce que c'est les actionnaires qui encaissent cet argent. La seule et unique voie possible, c'est de sortir le plus de gens possible de l'emploi, en créant un nouvel environnement socio-économique, tout comme on a créé l'industrie du XXe siècle, tout comme avant on avait créé l'industrie des machines qui préfigurait l'industrie du XXe siècle. Aujourd'hui, on crée l'industrie de la contribution socio-économique. Et ça fait que chacun deviendrait un acteur du développement sociétal, qui est la nouvelle source de création de richesse, dans un environnement beaucoup plus démocratique. Bonne journée.